Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 5 de la causerie. Un épisode un peu spécial parce que c'est le début d'une nouvelle série de podcasts et de vidéos en fonction de la plateforme où vous nous écouterez, nous verrez, puisqu'on va faire un petit format interview où on va interviewer des sportifs semi-pro, des gens qui ont mêlé le sport, la vie perso, la vie peut-être d'étudiant, de professionnel. Et aujourd'hui, je suis très heureux de commencer avec un visage qui va vous être familier. Mathieu, Normalement, comment oui. ça va Mathieu? Ça va et toi? Ça va Je te super, sers la pince. bien sûr. Donc, aujourd'hui, on va interviewer Mathieu qui a été sportif semi-pro par le passé. Ça va être une interview qui est plus au format aussi discussion. Le but, c'est que ce Carrément. soit aussi un peu une discussion. Ça va être un peu spécial aujourd'hui parce que nous, on se connaît très bien. Donc, ça. ça va pas être pareil avec tous les invités. Voilà. Mais c'est bien de faire ce premier jet aussi avec toi. Moi, Mm. c'est plus facile pour moi déjà à niveau de Bien sûr. cet exercice-là. Et toi, je pense que ça va aussi te régaler Ouais. d'en parler. Puis en Donc, sachant que pour la suite, il y aura du coup d'autres interviews avec d'autres sportifs Ouais. de semi-pro ou de haut niveau. Et on sera tous les deux à faire interview, plus le sportif. Donc du coup, en sachant qu'Elias est sportif de haut niveau actuellement aussi, il n'est pas sur du semi-pro comme j'ai été, Voilà. mais il en est pas très loin. Pour être honnête, dans il en mon est coin, pas très c'est dans loin. mon coin, c'est dans mon coin. Mais voilà. Mais du coup, pour les prochaines interviews, on sera tous les deux. Ça va Ouais. être très cool aussi. Ouais. Et puis voilà. Et bien, on va commencer. Ouais. D'abord, présente-toi. Alors, moi du coup, je m'appelle donc Mathieu de Barbua, j'ai 21 ans, j'ai été sportif de haut niveau et sport français et du coup semi-pro en sport automobile du coup sur la catégorie endurance. Donc j'ai fait les championnats d'Europe d'endurance, donc le LMS. J'ai commencé avec un championnat un peu plus petit, j'ai fait du karting, j'ai fait un petit peu de F4 en entraînement et puis voilà. Ok, et ben ma première question, déjà, c'est t'as commencé à quel âge et quand? Alors, pour mon sport, j'ai commencé très tard. Contrairement aux autres, j'ai commencé à 14 ans. Dites-vous, généralement, ceux qui sont en F1 ou qui sont en endurance comme moi, généralement, ils commencent aux alentours de 7 ans au karting. Donc j'ai déjà genre un bon 7 ans de retard, du coup. Donc voilà, j'ai commencé assez tard. Ok, et pourquoi t'as commencé aussi tard? Est-ce que c'est parce que avant t'avais pas cette passion-là, ou est-ce que c'est du coup c'est venu après, ou juste c'est une question peut-être de budget, j'en sais rien, vu que c'est un sport qui coûte assez cher. Alors il y a deux trucs, il y a le budget, comme tu as dit, qui rentre en compte, et puis il y a aussi l'emplacement. Quand j'étais en région parisienne, déjà on avait moins le budget avec mes parents que quand on arrivait au sud, enfin dans le sud. Et la grosse nuance aussi, ça a été les opportunités. Qu'on n'avait pas tant cherché que ça avec mon père avant, et qu'on a vraiment commencé à chercher à Toulouse. On est tombé sur une bonne équipe, et puis c'est parti de là. Ok. T'as couru avec quelle équipe du coup en karting? Alors en karting, j'ai couru avec Sio Racing. Ok. Donc vraiment une bonne équipe, c'est une ambiance familiale, c'est-à-dire que le patron, enfin le directeur de team, il y a sa femme avec lui, il y a ses deux fils, donc voilà. Et puis toute la team en général, c'est vraiment une ambiance très familiale, donc c'était vraiment cool. Ok, et comment cette passion était venue? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis, je sais pas, de manière familiale, c'est ce qui arrive souvent dans certains sports, ou c'est toi en découvrant certains sports automobiles, ça peut être la F1 ou quoi, où tu t'es dit vraiment, ce sport-là j'ai envie de le pratiquer, ça peut être la recherche d'adrénaline aussi, dans des sports de vitesse comme ça. C'est quoi qui toi t'a vraiment retenu et a fait en sorte que toi t'as envie de commencer? C'est mon père. Depuis qu'il est tout jeune, il a toujours été passionné d'automobile, des sports automobiles, moto, en fait tout ce qui a un moteur et des roues, et que ça faisait vroom, ça lui plaisait. Donc voilà. Il a eu deux enfants avant moi, donc ma sœur et mon frère. Ils en ont rien à péter. Et puis il a eu le dernier, il a eu moi. Il a vu que ça me plaisait un peu, il a fait ok, lui je vais essayer de le... Je vois que ça lui plaît, donc je vais essayer de le pousser un peu. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a une photo de moi à 1 an où j'ai un cas sur la tête. Donc voilà. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là, mais j'en ai un autre où voilà, à 1 an, j'ai une photo avec un cas sur la tête à peut-être genre entre 9 mois et 1 an et demi, tu vois. Donc bon, Ouais. très marrant. Donc on était déjà dès Ah un oui, très jeune âge, on était déjà carrément. dans cette idée-là. Ah, carrément. Super. Aussi, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, parce que tu as dit que tu as commencé à 14 ans et que Ouais. par rapport aux autres c'est relativement vieux, entre guillemets, mais ça reste très jeune pour Oui. pratiquer un sport à très haut niveau et avec un calendrier qui est déjà chargé. Et aussi dangereux qui plus est. Ouais. Et avec un calendrier aussi chargé. Ouais. Est-ce que, du coup, sur la dangerosité, j'allais y venir, est-ce que ça t'a fait peur? Tu as eu des moments de grosse peur, de grosse frayeur, peut-être surtout au début ou quoi, ou t'es passé vite ou directement outre tout ça? J'étais trop jeune pour me rendre compte, je pense. Ok. Que c'était vraiment dangereux à ce moment-là. J'ai eu des gros accidents, genre j'ai perdu la mémoire, mais Oui, ça on y c'est viendra un peu après, je pense. J'ai perdu la mémoire, etc. Donc, Tu peux raconter aussi. Donc ouais, le plus gros accident que j'ai eu, c'était pas le plus impressionnant, Ouais. mais parce qu'il y en a un où j'ai décollé à 70 cm du sol.
ou un karting, normalement, t'es à ça du sol, hein, c'est-à-dire que vraiment, essayez de passer votre doigt sous un cadre de compétition, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas possible. Donc là, quand tu décolles à... vu ton pansement au doigt? Non, mais c'est une autre histoire, ça, on n'en parlera pas. Et... Bref, mais non, du coup, voilà, donc essayez de passer votre doigt sous un cadre, c'est pas possible. Donc quand tu décales à 70 cm du sol, ça fait bizarre. Mais du coup, voilà, donc, dans celui où j'ai perdu la mémoire, j'ai juste tapé un mur, j'ai tapé un mur à 100 km/h, d'un sens puis dans l'autre, très rapidement. Donc mon cerveau, dans ma botte crânienne, il a un peu pété un câble. Et du coup, il a décidé de faire un blackout. Donc j'ai 30 minutes avant la course et 3 heures après où j'ai plus rien. Ça s'est passé en 2019, hein, donc c'était il y a 6 ans et j'ai toujours plus rien. Donc bon. Et en plus, 2019, J'avais 15 ans. Ouais, donc ça faisait à peine un an que tu avais commencé à faire ce sport-là, donc ça peut être traumatisant aussi. Est-ce que tu as eu des séquelles de ça pour peut-être les compétitions d'après ou certains entraînements ou directement tu t'es remis à la même vitesse, au même niveau? C'est-à-dire que, alors, moi personnellement, ça m'embêtait. C'est-à-dire que j'avais un blocage. Pendant 2 mois, j'étais vraiment pas bien. J'étais à cran. Vraiment, je m'énervais facilement envers ma famille. Surtout quand ils s'amusaient à faire des blagues dessus. Moi, ça m'énervait parce que j'étais en mode j'ai perdu la mémoire, c'est pas marrant. D'ailleurs, petite anecdote. Ma sœur, pour me remonter le moral, elle m'a dit mais t'inquiète pas, moi je perds la mémoire tous les samedis soirs. Sauf que elle dit ça devant mon père et ma mère. Ils ont décroché une tête. Oui, c'est ta grande sœur. Oui, ma grande sœur. Du coup, 2019, elle n'a pas le même âge aussi, c'est il y a 6 ans. Bon, on avait 7 ans d'écart, donc j'avais 15 ans, on en avait déjà 22. Oui, tu vois. Mais pour des parents, c'est pas toujours. Mais voilà, pour des parents, ils sont en mode comment ça tu perds la mémoire tous les samedis soirs Ouais, c'est pas la même raison. Non, voilà. Donc bon, sur le moment, ça m'a fait rire, ça a moins fait rire mes parents. Mais ça, bon, en vrai, ça a un peu détendu l'atmosphère. Ouais. Mais voilà. Mais non, du coup, pour répondre à ta question, ça ne m'avait pas fait peur, que ce soit avant ou après l'accident. J'ai toujours voulu faire ça. J'aimais tellement ce sport-là que même après l'accident, la première chose que j'ai voulu faire, c'est remonter sur un karting. Donc bon, voilà. Ok, donc t'as même pas eu une phase, au moins sur la piste, où il y avait vraiment une appréhension ou quoi? Rien du tout. Bah, en vrai, tant mieux. J'ai eu des appréhensions, mais pas par rapport au danger que c'était. Ouais, parce que y a beaucoup de sports où ça peut arriver, même après une blessure musculaire, tu peux avoir peur de réaccélérer dessus ou quoi. Et le fait que ça t'est pas arrivé, c'est fort déjà, parce que c'est un sport super dangereux. Ouais. Même si au niveau du karting, c'est moins dangereux que ce que tu as fait après, parce qu'il y a moins de vitesse, etc. Ça reste vraiment dangereux. Il y a une période de ta vie qui est vraiment très intéressante, je trouve, sur cet aspect-là. C'est le moment où tu switches. Oui. Mais on va y arriver dans quelques minutes, parce qu'il y a une autre question que j'ai envie de te poser. Est-ce que les débuts, quand tu étais encore à Toulouse, donc quand tu étais encore collégien, etc., il y avait eu des difficultés à gérer ça au niveau déjà parental, parce que tu as des compétitions où tu devais partir parfois des week-ends entiers. Donc au niveau scolaire, est-ce que ça a des répercussions sur des absences, sur des résultats, je sais pas, sur l'importance que tu y accordes aussi, vu qu'à côté, il y a quelque chose qui commence à se passer dans le sport? Comment ça a été géré ça de manière, déjà de ton côté et au niveau de ta famille? Alors, déjà, c'est quand je suis arrivé donc en 3e, c'était une période de ma vie qui était vraiment difficile. Parce que avec le sport, quand tu pratiques un sport au haut niveau à un si jeune âge, tu prends vite en maturité. Et du coup, quand je suis arrivé en 3e, je commençais vraiment à déjà faire des championnats de France, etc. Donc vraiment à du haut niveau. Et du coup, j'avais déjà ce truc de maturité où j'étais un peu plus mature que la moyenne. Et forcément, ça crée des écarts avec tes amis. Et du coup, en fait, tu perds des amis, tu t'en fais des nouveaux. Mais voilà, c'est vraiment, quand t'es jeune comme ça, quand t'as 14-15 ans, c'est vraiment un moment de ta vie où c'est bizarre. Tu sais pas comment gérer la chose. Ouais. Parce que t'es encore jeune, c'est la première fois c'est ta première expérience. Ouais. Donc t'arrives pas à bien appréhender la chose. Et puis en plus de ça, quand t'es au collège, t'as le regard des autres, où en fait t'es tout le temps absent. Tu t'absentes 15 week-ends par... Et les gens comprennent pas forcément aussi. C'est ça, ils sont en mode pourquoi lui il doit partir et pas moi, qu'est-ce que... Tu sais, et puis t'as un peu ce truc en mode... Surtout quand t'es au collège où t'as jamais envie d'y être, t'as tout le temps envie de sécher les cours. C'est vrai. Et du coup, les gens, ça parlait dans mon dos, il y avait des trucs pas gentils qui se disaient. En plus, ça, mes notes étaient pas exceptionnelles à l'école, parce que j'ai jamais aimé ça. Pour être très honnête, l'école, ça a jamais été mon point fort. Du coup, quand j'étais en compétition, c'était la régale. Mais est-ce que aussi t'as peut-être pas eu un décalage de comment toi tu te sentais, ce que tu as dit déjà sur la maturité, mais même un décalage même total en fait au niveau de la vie, c'est-à-dire que tu te dis que c'est les gens, on va dire normaux, classiques, comme tout le monde, ils font leur collège, leur brevet, leur machin et tout,
toi, tu avais ça aussi, mais tu avais un autre projet à côté qui prend beaucoup plus d'importance Ouais. à un jeune âge. Est-ce que tu t'es pas senti un peu en décalage et est-ce que si tu as eu ce décalage, est-ce que ça t'a pas un peu affecté, toi, le fait juste d'être en décalage avec les gens de ta génération aussi? Si, carrément. C'est pour ça que je dis que c'était une période qui était difficile, Ouais. mais qui le sera encore plus Ouais. sur le truc où on va venir après, Ouais. où c'était vraiment encore plus difficile. Mais ouais, c'est... En fait, quand à un jeune âge, on s'investit autant dans un sport, on passe à côté de notre jeunesse. Et je vais l'expliquer un peu plus tard dans l'interview. Il y a vraiment ce truc où, bah, en fait, ton adolescence, tu la mets de côté, quitte à, du coup, ne perdre des amis, ne pas faire de sorties avec tes potes, etc. Parce que tu es vraiment concentré sur ton sport, tu peux pas te permettre de faire des écarts, c'est très carré. Et du coup, ben, à un jeune âge, c'est beaucoup de choses à faire. Et c'est c'est pour dur à encaisser ton aussi. cerveau, ouais, voilà, c'est ça. Pour ton cerveau et pour ton corps, c'est dur à encaisser. Mais tu dois faire avec, parce que ben, t'as pas le choix. Ok. Parce qu'on est sur des budgets qui... Ouais, qui sont un peu. C'est ça, on est que sur du karting. Et encore moi, ma période karting était pas très chère. Contrairement T'as une à fourchette d'autres. ou- Ouais, sur mon année, on était entre 10 et 20 000. Mon père était entre 10 et 20 000, ce qui est énorme. C'est déjà énorme. Hein. Mais dites-vous, ceux qui faisaient tous les championnats du monde ou même les championnats de France, on était, pour ceux qui mettaient le plus de budget, à 400 000 euros. Waouh. Et pour ceux qui en mettaient le moins, on était à 50-60. Ouais, donc toi, c'est vraiment ouais. pas cher, quoi. C'est Voilà, vraiment nous on était vraiment en mode low cost. Du coup, les résultats n'étaient pas exceptionnels en karting. En championnat de France, en régional, ça allait très bien. J'ai fini deuxième. La première année, je finis troisième. La deuxième année, je finis deuxième. Ça va très bien. Ce n'est pas le souci. J'ai gagné des courses, mais en championnat de France, j'ai jamais performé parce que je n'avais jamais le matos, parce que je n'avais pas les Oui, sous. et ça, le problème, c'est que dans les sports mécaniques, il y a évidemment le talent, le travail l'entraînement, bien sûr. et l'entraînement qui Mais il y fait a le que matos qui fait t'as le pilote, mais si le pilote, tu lui fous une caisse à savon, bon... Bah, regardez, mettez Hamilton dans la... J'allais dire dans la Williams, non, c'est plus d'actualité. Mettez Hamilton dans la Haas, et il fera pas mieux que 7ème ou 8ème, hein. Il fera pas mieux que Ocon ou Berman. C'est normal. Et c'est aussi ça ce qui est un peu dommage aussi dans l'aspect méritocratie des sports mécaniques. Ah, carrément. T'as l'impression que certains, ils seront... Enfin, c'est même pas l'impression, c'est que certains seront favorisés par un système qui est déjà en place. pour C'est le coup. une évidence, bien sûr. Et c'est assez dommage. Et au niveau familial, du coup, par contre, c'était total soutien de tes deux parents? Ouais. Alors, ma mère était contente quand je suis parti en voiture. Ouais, plutôt que le karting. Ouais, parce qu'en fait, même si en voiture, on se dit, bah ok, maintenant je peux prendre genre 300 km en ligne droite. Je suis dans une monocoque en carbone qui a été étudiée par les FIA, qui a été étudiée pour protéger le pilote au maximum. Le karting, c'est dangereux. Vraiment, j'ai déjà eu des accidents où les mecs sont revenus avec des tibias à l'équerre. Ils sont revenus avec des poignets cassés, ils sont revenus avec des chevilles cassées. Donc voilà, le karting, c'est bien plus dangereux en termes de sport par rapport à la F1, par rapport Ouais. à l'endurance, par Parce que c'est rapport à moins la F4. protégé niveau protocolaire Ah, mais carrément. et niveau équipement. Ok. Alors au niveau équipement, c'est basiquement la même chose, Non, mais quand je dis équipement, j'entends mais équipement de aussi sécurité, c'est ça. voilà. au niveau même de la voiture, etc. Ben, J'entends ça aussi. le karting, t'as un accident, c'est ton corps qui prend. Hein. Le karting, on parle de plastique, Ouais. au-dessus de barres en métal, et voilà. Et t'es quand même à 100 à l'heure. Oui. Ça envoie. Ah, pour les plus rapides, tu prends même 150, ouais. Et du coup, j'arrive à cette période-là de ta vie qui, pour moi, est un peu charnière dans Ouais. dans ce carrière-là. C'est ce que tu as fait le plus longtemps. Oui. C'est le moment où tu pars de Toulouse, Oui. tu pars de chez tes parents à 15-16 ans, À 15 ans, du coup, en seconde. ouais, à 15 ans, où tu vas t'entraîner du coup à Font-Romeu, Tout à fait. chez 3-2-1 Perform, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette structure, de ce que c'est, de comment tu as eu le contact, Bien sûr. comment tu y es allé, et ensuite on va développer sur évidemment les entraînements, Ok. etc., etc. Alors, pour faire simple, 3-2-1 Perform, c'est un centre d'entraînement pour pilotes. Que ce soit voiture, moto, rallye, karting, Formule 4, ça englobe tout le sport auto. Et si je dis pas de bêtises, actuellement, donc maintenant ils sont basés à Annecy, ok. Maintenant, ils font les sportifs en général. Donc on va avoir du rugby, on va avoir du foot, ça c'est encore plus développé que ça. Mais quand j'y étais, on était vraiment sur le sport auto et moto, voilà. Donc sport mécanique, voilà, on va dire ça comme ça. On était vraiment sur le sport mécanique. Et donc moi j'étais en sport études là-bas, de ma seconde à la moitié de ma terminale. Et c'est-à-dire que là, mon adolescence, je suis passé à côté complet. Je n'ai pas eu d'adolescence. C'est-à-dire que... Parce qu'en plus, c'est à Font-Romeu, t'es pas dans. C'est ça. Alors que t'as vécu dans des grandes villes, là, Ouais. t'es reclus dans un centre de performance, clairement, et où ta vie est timée à la minute près, quoi. Ouais. Et on est deux en sport études. On est deux. Donc si vous voulez,
Ta vie sociale, bah, tu passes 24 heures sur 24 avec la même personne. Donc forcément... On est bien s'entendre. Oui, alors déjà, t'es un peu obligé, parce que bon, si jamais tu t'entends pas, bah, tu fais des efforts et t'apprends à connaître la personne et vous apprenez à faire des concessions l'un l'autre. Donc voilà. Mais non, t'es obligé de bien t'entendre avec elle, parce que sinon, bah, tu passes juste des années horribles. Et mais du coup, ouais, donc le matin, on était en cours, l'après-midi, on faisait du sport. On était à peu près à 4 heures de sport par jour, du lundi au vendredi. Le week-end, c'était week-end, tranquille. Mais du coup, voilà, donc forcément, pour un enfant de 15 ans, c'est beaucoup. Alors attention, c'est du sport qui est adapté, hein. J'allais pas soulever des 800 kg au soulevé de terre. Non, c'était de la musculation légère, avec beaucoup de cardio, beaucoup de coordination, beaucoup d'entraînement spécifique pour pilote. Mais voilà, on était quand même sur du 4 heures de sport par jour. Ouais, mais ça reste beaucoup à encaisser quand t'as. mais En carrément. plus, quand t'as un switch, c'est ce que t'as dit, t'as commencé tard aussi. Ouais. Et donc, du coup, t'avais à peine un an de carte dans. J'ai commencé le karting en 4ème, je suis arrivé là-bas en Ouais. seconde. Donc, t'as Donc j'avais 2 ans. T'as Voilà. 2 ans de sport automobile Ouais. dans les pattes et tu switches directement sur un centre hyper perfectionné, perfectionné, qui va t'en demander beaucoup. Donc Oui. déjà que c'est ce que tu as dit au collège, tu avais un truc un peu différent, etc. avec les gens. Là, tu te retrouves avec des gens, bon ça c'est cool, qui font ce que comme tu toi, fais, carrément. mais dans un cadre vraiment contrôlé. Et en plus, c'est aussi dur, faut le dire, c'est aussi dur, c'est que tu t'en vas de chez tes parents. Oui. À 15 ans, c'est pas facile. C'est ça. Pour, je les revoyais le week-end, mais pas tous les week-ends. Ouais. Genre, je les voyais tous les 2-3 week-ends. Quoi. Et puis, pour répondre à ta question qui était comment tu as eu le contact, c'était pendant un entraînement de F4. Il y avait un autre jeune et il m'a dit moi, une fois par mois, je vais m'entraîner là-bas. Et du coup, on a pris ça en compte avec mon père, on y est allé. Puis, on a vu qu'il faisait ce sport-études. Et du coup, on s'est dit, banco. C'est quoi qui vous a convaincu de passer ce pas-là parce que On a fait un stage pour voir. Ouais. Donc, on y allait une fois, genre 5 jours. Enfin, j'y suis allé une fois 5 jours pour voir ce que ça donnait, pour voir si ça me plaisait. J'ai vu que ça me plaisait. C'était dur, mais je savais que c'était ce que je voulais faire et je savais que c'était ce qui allait me permettre d'évoluer encore plus dans le sport auto. Et je pense sincèrement que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais eu ce niveau-là. Donc, bon. Et donc voilà, donc j'ai fait ce stage-là de 5 jours. Ça m'a convaincu. C'était cher. Mais on s'est dit... genre, t'as payé pour faire le stage? Oui. Okay. Alors, le stage était payant, le sport-études était payant. Oui. On est dans le sport auto, tout est payant. Ouais. Donc voilà. Mais est-ce que la structure derrière te prenait en charge certaines choses à côté? C'est vraiment tout de la poche, Oui. toute votre poche. Donc voilà, donc ça faisait cher. À l'époque, on avait les moyens de le faire. Parce que c'était pas non plus exorbitant. Mais voilà, c'était un sacrifice financier de la part de mes parents, que je remercierai jamais assez. Donc que ce soit pour le sport-études ou pour le sport auto, il y a eu un sacrifice financier parce qu'on pensait qu'il allait avoir un retour sur investissement. Parce qu'on voyait qu'il y avait le niveau derrière. Donc mon père s'est dit, mon père et ma mère se sont dit, ok, on met un investissement. Et après, quand il aura des sponsors, on va récupérer de l'argent. Oui. Et c'est pareil, on en parlera plus tard, mais c'est pareil. Oui, il y a ça. Mais parce que du coup, j'ai aussi été un peu de sang. Mais dans ce que tu dis, je tiens à le nuancer aussi, c'est pas tes parents ont fait une sorte de projet Mbappé, c'est qu'ils ont cru en toi. Ah, bien sûr. Parce que c'était ta passion. C'est que ils t'ont jamais mis une pression quelconque ou quoi? Ou est-ce que ça a été le cas? Est-ce que tu as eu une pression quelconque? Est-ce que c'est toi qui te l'es mise aussi peut-être parce que vu l'investissement qui est fait au niveau financier qui est assez conséquent? Ou est-ce que eux-mêmes ils ont aussi peut-être évidemment parce que t'as quand même t'as parié de l'argent, t'as mis de l'argent là-dedans. Est-ce qu'eux aussi ils ont eu une attente de résultat? Est-ce qu'ils t'ont fait ressentir et est-ce que ça a pu te peser peut-être parfois? En fait, ils me l'ont jamais fait ressentir, je savais qu'elle était là. Oui. Ils me l'ont jamais fait ressentir, c'est-à-dire que mon père il m'a toujours dit si jamais t'étais mauvais, j'aurais pas mis tout cet argent. Donc en gros, en fait, indirectement, il me disait ça me fait plaisir de le faire parce que tu es doué et que je pense que je vais pouvoir récupérer l'argent que j'ai mis sur toi avec les sponsors plus tard. Et du coup, il m'a jamais mis de pression à proprement parler, il m'a jamais dit si jamais t'es mauvais, on arrête. En fait, il m'a toujours dit si jamais t'avais été mauvais, on aurait arrêté depuis longtemps. Ça n'aurait pas commencé. Voilà. Mais une fois que tu y étais, t'étais libre. C'est ça. T'avais aucune entrave liée à un devoir de prestation, de performance vis-à-vis. C'est-à-dire que contrairement à Verstappen, si jamais je gagnais pas avec une ligne droite d'avant, je me prenais pas une baffe. Ouais, voilà. Voilà. Si je gagnais pas, je me prenais pas une baffe non plus. Je me prenais jamais de baffe. Je n'ai pas été un enfant battu. Attention. Et voilà, mais ça, c'est que t'as eu une bonne relation sur cet aspect-là avec tes parents au niveau du sport. Ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été derrière moi. Ils m'ont jamais mis la moindre pression. Et
Ma mère me disait toujours un truc et ça me faisait rire, elle me disait éclate-toi, mais nique-les tous. Elle me disait d'abord tu t'éclates. Elle a raison. Oui, bien sûr. Elle a raison. Mais après, si tu t'amuses pas, tu ne peux pas être bon. Ah, je suis d'accord. C'est factuel. Je suis vraiment Il d'accord. faut que tu t'amuses dans ce que tu fais pour être Grave. doué. Peu importe le Et domaine d'ailleurs, bien sport sûr. ou ailleurs. Hein. Ah, mais carrément. Ouais, Que ce soit dans ton métier, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton sport, que ce soit dans tout ce que tu fais, si mais tu ne t'amuses pas, tu ne peux pas performer. Ce n'est pas possible. Tu dois t'amuser. Et après, t'as Verstappen. Mais encore une fois, c'est une autre histoire. Et du coup, c'était un centre de performance qui est, du coup, comme je l'ai dit, c'est Fonds Romeu. Bon, c'est pas non plus le trou du cul du monde, évidemment. Mais Pour les c'est, sportifs, c'est très connu. oui, voilà, pour les Fonds sportifs, Romeu, c'est c'est un connu. endroit connu. Et, mais même au niveau de tes amis, comment ça a été perçu le fait que tu aies une vie vraiment à part, en fait? C'est-à-dire, comment cette relation elle a évolué? Est-ce que tu as dit qu'au collège, il y en a que tu en as perdu, tout ça, mais une fois que tu es passé au lycée et que, entre guillemets, tu étais tout seul, Mhm. est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont éloignés? Est-ce que ça a aussi resserré vos liens? Parce que du coup, il y avait la distance, mais vous restiez proches quand même. Quand on vous voyait, il y avait quelque chose, il y avait quelque chose de plus particulier aussi. Pourquoi parce tu que... dis ça, petit coquin? Ah ouais? Non, en vrai, même pas. Même pas. J'ai la réponse, mais, Oui. mais je pose la question pour avoir ton ressenti là. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant cet aspect-là parce que quand tu es un sportif de haut niveau, tu es vraiment dans une case à part. Ouais. C'est que tu as un mode de vie qui fait que forcément tu as des gros sacrifices journaliers Mm. et encore plus quand tu es dans un centre Ouais. dédié. Quand tu es dans ta vie de tous les jours et que tu as juste tes C'est vrai entraînements. que ça, toi, tu l'as pas trop connu. C'est ça, c'est que quand tu as juste tes entraînements, c'est dur parce que tu as des sacrifices à faire. Et Ouais. encore une fois, moi, je m'entraîne dans un cadre où il y a beaucoup de gens, j'ai des Ouais. amis, etc. là-bas. Toi, Et tu puis, étais c'est avec de un l'athlète, gars. ça reste un monde qui est bien plus ouvert et Ouais. bien moins cher. Voilà. Toi, tu es dans un cadre fermé Ouais. et reclus même vis-à-vis de tes amis que tu as eu, que Bien tu avais sûr. depuis longtemps. Donc, du coup, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, pour être très honnête, sur l'une de tes premières questions qui était comment les gens l'ont perçu, j'en ai pas la moindre foutue idée. Je sais pas. C'est vrai. Je sais pas, j'ai jamais posé la question, je sais Oui, pas c'est comment vrai. les gens l'ont perçu. Je sais, enfin, toi, j'ai ton point de vue, bien sûr. Mais voilà. Et pour répondre à ta deuxième question qui était comment ça s'est passé avec tes amis, bah, avec toi, ça nous a rapprochés, Oui. carrément. Et puis tous ceux avec qui on était juste amis, bah, enfin, tous ceux avec qui j'étais juste pote, Ouais. on était juste potes. Donc, Du coup, une fois qu'il y a de la distance à faire. voilà, c'est ça. voilà. Avec toi, on est resté super potes parce que bah, forcément, on est meilleurs amis, donc Ouais. c'est encore une autre histoire. Mais voilà, que ce soit par exemple avec Titouan, que ce soit avec Kevin. Bon, Kevin, je l'ai connu quand j'étais au sport Ouais. études, donc c'est encore une autre histoire. Mais voilà, donc, pour tous mes amis très proches, ça n'a rien changé. Et au contraire, ça nous a peut-être même rapprochés. Pour les autres, ben voilà. Je les croise. Qui même me suivent. Voilà, c'est ça. C'était, bah, si jamais, quand je repassais sur Toulouse, oui, bien sûr, tout le monde était content de me revoir parce que Ça fait longtemps. ça fait longtemps. Mais il y avait très peu de personnes qui m'envoyaient des messages pour savoir comment Ouais. ça se passait. Et Échange ça quotidien, m'était c'était égal. avec nous. Voilà, ça m'était égal. J'avais 3 très bons amis. Banco, faites, très bien, ça me va. J'ai 3 très bons potes, bah c'est parfait. Donc ouais. Et Non, voilà, du coup, après, t'as passé 3 ans à 3-2-1 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Sur ces 2 ans et demi, est-ce que peut-être tu as eu des rencontres marquantes? Parce que tu as dit que tu étais avec une seule personne en sport-études. Oui. Mais à côté, tu as Mais parlé il y a du tous les gars. sportifs qui Voilà, viennent. tu as parlé du gars qui t'a filé le contact, qui s'entraînait une fois par C'est mois. Est-ce qu'à côté, tu as fait des rencontres marquantes, peut-être des noms Bien sûr. connus, ou juste des gens qui t'ont marqué par leur expérience, ce que tu as vécu avec eux ou quoi que ce soit? Alors, en termes de personnes connues, pour tous ceux qui connaissent un peu le sport auto, vous devrez le connaître, il y a Esteban Ocon. Bon, Déjà. voilà. C'est-à-dire que lui, il venait tous les hivers pendant la pause hivernale, il venait s'entraîner avec nous. Donc voilà, je m'entraînais très bien avec lui, il n'y avait aucun problème. Ensuite, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus dans le sport auto, on a Sébastien Ogier, 8 fois champion du monde de WRC. Quand même. Bon, voilà. Mais pour ceux qui connaissent que la F1, vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. C'est un nom à connaître. Ouais. Si, avec l'interview, vous voulez aller faire de la recherche, faites la recherche. Ouais. Il y a Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. 16 fois champion du monde d'affilée, du coup, les deux ensemble. Voilà. Ouais. Hein, dans le WRC, on est quand même là-dessus. On est sur Sébastien Loeb, 9 fois d'affilée. Sébastien Ogier, 8 fois d'affilée. Et il n'y a eu personne entre les deux. Bon, voilà. La France. La France dans le WRC. Cocorico. Et en plus de ça, Loeb, c'était avec Citroën. Ouais. Donc pilote français dans une écurie française. Et après pour Ogier, bon là c'était différent, on était avec Toyota, on a eu un peu de... Il avait une autre écurie avant mais j'oublie. Bon bref. Donc voilà. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment en sport auto et dans les réseaux sociaux, il y a Dorian Boccolacci, donc qui actuellement est pilote Porsche en endurance, qui a été en F2. Donc voilà. Puis après il y a des gros noms du Dakar. Donc bon, il y a pas mal de C'était monde. beaucoup de pilotes d'endurance, vu que toi, ce que tu faisais, c'était de l'endurance. Bah du coup pour le coup Esteban Ocon et Sauf Ocon. Ocon c'est de la F1. Et Ogier, c'est du rallye. Non, Ogier, il y a c'est du beaucoup de rallye. pilotes de rallye, pardon, ce que je veux dire. C'est ça. Mais du coup, il y a eu pas mal de pilotes de rallye.
Il y en a d'autres, hein, mais qui sont en WRC2, WRC3. Donc voilà, et puis j'ai plus tous les noms en tête. Mais ouais, donc vraiment de très belles rencontres, de très belles personnes. Ça a beaucoup amélioré mon anglais parce que forcément, ils parlent pas français. Donc tu dois bien parler anglais avec eux si jamais tu veux communiquer un minimum. Donc voilà, beaucoup d'étrangers, très peu de filles. Parce que dans le sport auto, les filles sont pas très présentes. Il y en a eu quelques-unes, bien sûr. Mais Et tu l'expliquerais comment, toi, ça? Parce que moi, ça m'intéresse énormément dans le sport en général, c'est qu'il y a des sports qui sont catégorisés féminins de base, genre la gym, etc. Tous les sports qui sont très artistiques, on va dire, et agilité. Mais à côté, tu as des sports aussi où les femmes sont au moins quasiment aussi populaires que les hommes, on va dire, où la catégorie féminine est quasiment aussi reconnue, voire autant. Je pense au tennis, par exemple, même en athlé, etc. Ouais, c'est ce que tu vois, t'as vraiment... les femmes sont aussi autant reconnues que les hommes, ou quasiment, mais pas dans le sport auto. Et pourtant, c'est un sport qui, factuellement, est mixte. Oui. Et toi, tu expliquerais comment? Bah, en vrai, par l'éducation. Enfin, les voitures, c'est pour les hommes, les barbiers, c'est pour les filles. Ouais, voilà. Précise, parce que là, ça va... Non, mais voilà, quand je dis, c'est en fait... C'est le monde dans lequel on vit. Oui. Les garçons sont éduqués pour aimer la couleur bleue et pour aimer les voitures. Les filles sont éduquées pour aimer la couleur rose et aimer les Barbies. Bon, ben voilà. Donc forcément, et puis en plus de ça, on arrive, on est des enfants. Donc je prends une généralité. Hein. On est des enfants. Qu'est-ce que c'est le tact? On sait pas ce que c'est le tact. Donc on voit une fille qui fait de la voiture. Et si en plus ça, par malchance, elle performe pas, ben on est en mode ah bah t'es une fille, t'as rien à faire là, rentre chez toi. Bon, ben voilà, on est des enfants, donc je pense que ça aide pas. En plus, ça, le karting et le sport auto, même entre mecs, c'est très dur. Il y a beaucoup de fausses amitiés, il y a beaucoup de... Ouais, c'est un milieu un peu traître. Ah, mais carrément. Pour être honnête, c'est un milieu d'enculés. Ouais, voilà. Enfin, à un moment, il y a des mots, ouais, bah, le mot, c'est enculé. Voilà, c'est-à-dire que tu performes pas, tout le monde s'en fout de toi. Tu commences à faire des petites performances, on vient de voir. Tu commences à performer, on essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Bon, ben voilà. C'est-à-dire que si jamais tu veux être tranquille, ben, sois dernier. Personne ne va venir te faire chier, ça c'est sûr. Après, si jamais t'as le cran et t'as le niveau pour être premier, mais si t'es premier et que t'es les premiers, ben, attends-toi à te faire cracher dessus. Attends-toi à ce qu'on essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, le sport auto, et je pense que le sport à haut niveau en général, c'est comme ça. Il n'y a pas d'amitié, pour être très honnête. Il y a des milieux plus toxiques que d'autres, ça c'est clair et net. Je pense que le sport auto est... Ça en fait partie avec des sports style foot, etc. qui sont très toxiques à ce niveau-là. Mais je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure quand on parlait de ton rapport à tes débuts au sport auto. Ouais. Je pense que pour les filles aussi, ça peut être plus compliqué dans le sens où toi déjà, tu étais vu comme quelqu'un d'assez marginal. En ayant juste le sport de haut niveau à côté et du sport automobile qui est assez rare. Ouais. Mais je pense que quand tu es une fille qui fait ça en plus pour t'intégrer dans ton milieu social, surtout à des époques comme le collège qui sont très difficiles, ça peut être compliqué vis-à-vis des relations avec les autres filles, vis-à-vis des relations avec les garçons, même avec les professeurs, etc., avec les adultes que tu as à cette époque-là. Avec les professeurs. Tiens donc. Tiens donc. Même pour toi, ça a été difficile avec des professeurs. Donc j'imagine que pour une fille où c'est pas du tout habituel, ça va être encore plus dur. Ouais. Mais est-ce que toi... Je pense qu'à l'école, ça doit être pire pour elle. Ouais. Mais est-ce que toi, genre, t'aurais peut-être... Là, je te balance peut-être une colle de ouf, mais peut-être des idées, des pistes de solutions pour que ce soit, je sais pas, peut-être plus ouvert sur le circuit féminin ou sur un circuit qui accueillerait plus de femmes. Pour moi, déjà, il y a une connerie qui a été faite dans le sport auto, ça a été tous les championnats féminins. Pour moi, tout ça, c'est que des conneries. Ça, vraiment, en fait, c'est comme si la FIA disait « Les filles, vous n'êtes pas assez bonnes pour être avec les garçons, on va faire un championnat entre vous, et la meilleure d'entre vous, on va les foutre avec les hommes. » Les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, si jamais une fille a le niveau, elle a le niveau, point barre. Je vois pas pourquoi on crée un championnat exprès pour les filles qui a pour but de faire valoir une fille qui est meilleure que les autres et les autres elles servent à rien. Non. Si jamais t'as le niveau, t'as le niveau. Si t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. C'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour les femmes. Aucun championnat n'existe pour les hommes. On va faire, bah regardez, là ici, il y a un championnat pour les hommes, mais le meilleur, on va le foutre avec les autres hommes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça fait pas sens. Mais voilà, il n'y a aucun championnat qui est interdit pour les hommes. Ne créez pas un championnat exprès pour les femmes. Ouais, ta solution, ce serait de dire... Pardon, je me suis mal exprimé. Il n'y a aucun championnat qui est interdit pour les femmes, donc ne créez pas un championnat exprès pour les femmes. Ouais. C'est un sport qui est mixte. Si jamais une femme a le niveau pour, tant mieux. Et il y en a. Il y en a qui ont le niveau pour. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se lancent dans le sport. Et je pense que j'ai une raison à ça. Le karting, dans le sport auto, est l'un des sports les plus compliqués, physiquement parlant.
parce que t'as pas de ceinture. C'est-à-dire que la F4 c'est plus simple physiquement que le Plus karting. assisté. C'est Peut-être. plus assisté et puis même surtout en fait le kart tu es tenu que par tes bras. Ouais. Ok, tu as Oui, que tes bras. Et c'est quand Et du t'es coup, jeune. Tout le aussi. reste et voilà, du coup tout le reste est gainé. Donc déjà pour les petits c'est compliqué. Mais alors pour les femmes et pour les filles enfants, c'est un enfer. C'est super dur. Je pense que c'est Ok. vraiment très. Je pense que physiquement parlant, c'est très compliqué. Ouais. Donc, comme je disais déjà, pour un garçon enfant, c'est dur, mais pour une fille enfant, Oui, avec c'est. avec une différence physiologique, ça Ah, peut être bien encore sûr. plus dur. Mais Parce que autant à notre âge, oui. ça peut se combler. Quand t'es petit, oui, parce que tu t'es fais pas déjà, de t'es déjà sport. formé, etc. C'est tu dur. fais pas de sport, c'est pas possible. Oui. Enfin, tu fais pas de sport pour te Du muscler. coup, la solution entre guillemets, ce serait vraiment de être au mérite, à la méritocratie. Alors quand on dit solution, c'est même pas forcément réalisable parce qu'on sait que même chez les hommes, c'est pas forcément la méritocratie. Mais d'avoir un truc vraiment à la méritocratie et aux capacités. En fait, faudrait juste que le monde entier évolue et se dise, ok, le sport auto, c'est pas un sport que pour les hommes. Voilà, on peut rien faire de mieux. Faut juste que vraiment le monde se dise, ok, le sport auto, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Point à la ligne. Mais ça n'arrivera pas. Parce que on est trop cons. Honnêtement, hein. C'est... Tu vois, c'est comme pour le vélo. Il y a beaucoup moins de femmes qui performent en vélo que les hommes. Bah, C'est- t'as un circuit féminin pour le coup. Bien sûr. Mais par exemple, tu vois, pour le Tour de France, tu vas avoir beaucoup moins d'étapes et tu auras moins de reconnaissance pour, par exemple, Ferrand-Prévot qui a gagné le Tour de France féminin par rapport à Tadej Pogacar. Alors après, il n'y a pas que le Tour de France pour Pogacar, Bien mais sûr. c'est dommage que c'est Pauline, il me semble, Ferrand-Prévot, qui n'obtient pas une reconnaissance similaire, Ouais. alors que Elle a gagné le Tour de France. elle fait- Féminin, certes, mais elle a gagné le Tour de France. Enfin, les oui, elle gars. a gagné le Tour de France, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose. Et Voilà. elle a gagné d'autres choses aussi. Donc bon, c'est... Pour voilà. avancer, ensuite il y a l'aspect le plus concret de ta carrière, je pense, qui arrive. C'est quand tu participes à plusieurs courses en LMP3 puis en à fait. LMP2. Ouais. Il y a le premier Castellet Michelin à la Michelin Le Le Mans Cup. Cup. Ouais. Il y a Monza, Oui. il y a Road to Le Mans, il y a Spa, il y a Portimao, il y a Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a Respa. Pour LMP2 cette voilà. fois-ci, mais oui. Il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de lieux Oui. aussi. Donc Ah, ça des fait lieux beaucoup de voyages. exceptionnels. Ça fait beaucoup de voyages aussi. Comment il y a la transition déjà où toi tu fais du karting de base. Oui. Tu arrives chez 3-2-1, tu t'entraînes. Oui. Puis il y a le switch en LMP3. Comment il y a cette transition qui se fait avec quel team comment ça s'est fait au niveau recrutement Est-ce qu'il y a une sorte de contrat Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà entre le karting et la LMP3, il y a eu un petit peu de F4. Donc il y a eu des entraînements, j'ai jamais fait de compétition F4, mais j'ai fait des petits entraînements. Ok. Déjà, ça aide un peu. Parce que passer du karting à la MP3, très compliqué. Parce que entre le kart et la voiture, c'est du pilotage, donc on va avoir les mêmes bases, mais le sport auto reste plus complexe dans l'idée où tu as des suspensions, tu as des freins à l'avant, tu as du poids en plus, tu as une question de transfert de masse. C'est un autre sport, en fait. C'est vraiment différent. Donc la F4 a été un super apprentissage. Je suis pas un grand fan du style de pilotage formule, mais il est important. Ok. C'est-à-dire que C'est quoi la différence qui fait que... les formules vont être beaucoup plus légères, vont être pour la F4 du moins puissantes et vont avoir un peu plus d'aéro. Donc ça te permet d'apprendre l'aéro, d'apprendre les freins. C'est vraiment une école. La F4 c'est vraiment une école. Et ensuite tu as tout ce qui va être F3, F2, etc. Pour moi c'est des voitures qui sont plus faciles à conduire entre gros guillemets parce que tu as ce grip aéro. Donc en fait une fois que ton cerveau a compris que plus tu vas vite, plus ça accroche, c'est facile. Ok. Enfin c'est facile. Enfin oui, on s'entend. Je m'entends. Tout ce qui va être LMP3, GT3, donc en LMP3, LMP2, on a beaucoup d'aéro aussi, attention. Mais il y a le grip mécanique qui entre en compte, comme ce qui va être en GT3, GT4. Tu peux nous expliquer un petit peu... Le grip mécanique, en gros, ça va être genre vraiment tes suspensions, tes pneus et ta voiture. Ok. T'as très peu d'aéro. Donc c'est-à-dire que là, plus tu vas aller vite en virage, plus ça va être tendu. C'est-à-dire que en Formule 3 par exemple, si jamais tu passes, on va dire, une courbe à 150, elle sera plus dure que si tu l'as passée à 200. C'est-à-dire que la voiture va être moins stable. En GT3, c'est l'inverse. Ok. Plus tu vas être lent, plus la voiture sera stable. Voilà, parce que t'as pas cette force aéro qui vient plaquer la voiture. Tu l'as, mais beaucoup moins. D'accord. C'est ce qu'on appelle le grip mécanique, en gros. Et du coup, c'est un style de pilotage qui est complètement différent et qui est plus complexe à mon sens.
Attention, quand tu arrives à haut niveau, les deux sont très compliqués. Oui. Mais si jamais tu mets un amateur, ok, pas un débutant mais un amateur, donc qui connaît le sport auto, il connaît les bases, il y arrivera plus facilement dans une F3 que dans une GT3. Ok. Selon moi. Je suis pas sûr que ce soit une science exacte, mais c'est ce que je Mais pense. sur ton ressenti à toi, Voilà. c'est ça. Et la LMP3, on est vraiment sur un entre-deux. Ok. On a du grip mécanique, on a du grip aéro. Donc c'est un style de pilotage qui est encore différent, Ouais. mais que pour le coup je préfère. C'est celui que j'aime le plus. Et de toute façon, c'est la voiture dans laquelle j'étais le plus à l'aise avec la LMP2. Mais la LMP2, c'est encore un step au-dessus. On est vraiment plus sur du grip aéro que sur du grip mécanique. En gros. C'est ça la différence qui fait que c'est LMP3 et LMP2 ou c'est... Il y a la puissance, il y a le poids, Voilà. il y a d'autres trucs, c'est vraiment deux catégories distinctes. En gros, il y a entre... Allez, on va dire un bon 8 secondes autour d'écart. Entre une LMP2 et une LMP3. Quand même. Ben, Sur des tours de... Sur des tours de... On va prendre Spa par exemple. Une LMP3, c'est genre une 48. En LMP2, ça va être une 42, une 41. 7-8 secondes d'écart, ouais. Ouais. Ok. Donc voilà. Et comment on explique ça? La LMP2 a plus d'aéro, est un peu plus légère et a plus de puissance. Ouais, donc la LMP3, voilà, et un peu moins de force aéro, un peu plus lourde, un peu moins de puissance. C'est un boost de performance. Exactement. Du coup, ok, voilà. ça marche. Et du coup, au niveau du passage en LMP3, est-ce que c'est une team qui t'a recruté, est-ce que c'est une team qui a été recrutée ou est-ce que c'est toi qui as dû démarcher quelqu'un ou un organisme? Ça a été un peu les deux. En gros, je suis allé voir Ligier et Duquesne, qui sont les deux constructeurs châssis des LMP3. D'accord. Donc le châssis, c'est la base de la voiture, ok. Ou après, du coup, t'as le team qui met sa décoration dessus. Bon, bref, voilà. Donc je suis allé voir les deux avec mon père. On a fait un essai. Ils ont vu que j'allais très bien dans la voiture. Ça, je t'ai déjà raconté, mais quand j'ai fait un essai avec la Ligier, le mécanicien a dit à mon père, si à la fin de la journée, il va faire ce temps-là, c'est très bien. Au deuxième tour, j'ai fait le temps. Carré. Donc voilà. Carré. Du coup, il a dit, ok, on va peut-être faire un truc avec votre fils. Et du coup, ça a été pareil pour les deux, donc pour Duquesne et pour Ligier, ils ont contacté des équipes, ils ont dit, ok, on a peut-être quelqu'un qui pourrait bien marcher, est-ce que vous voulez faire un test? Et du coup, on arrive un jour, un dimanche, il y a une team qui nous appelle, donc du côté de chez Duquesne, qui s'appelle Müller Motorsport. Ils nous appellent, ils nous disent, ok, on a besoin d'un pilote mercredi. Et tu étais quel jour? Dimanche. Ils nous ont dit, est-ce que vous voulez faire la course? On a dit oui. Avec le recul, la course était beaucoup trop chère pour ce que c'était réellement. Okay. C'est-à-dire que, quel prix? voilà, un peu plus de 30 000. Quand même, hein, course. La course. Mais c'est quoi qui fait que ça coûte 30 000? C'est la voiture, c'est le déplacement, c'est les pneus, c'est tout? L'équipe, le déplacement de la voiture, les pneus, l'essence, l'inscription à la course, les ingénieurs. En gros. Donc en gros, quand tu payes pour ta course, tu payes pour tout le monde. Enfin, chacun paye. C'est ça. C'est le tout. En qui gros, va c'est mais les deux pilotes. Tu contribues au salaire entre guillemets aussi. Ah, c'est pas tu contribues, c'est tu leur donnes un salaire. Ok. En fait, littéralement, quand un pilote payant, donc il y a deux types de pilotes, pilote payant, pilote payé. Moi, j'ai toujours été un pilote payant, malheureusement. Bref, sauf pour une course, mais on en reparlera. Et en gros, quand t'es pilote payant, c'est toi qui permet l'équipe de vivre. C'est-à-dire que sans toi, sans un pilote, l'équipe ne peut pas vivre. Donc elle a ses sponsors, elle a ses machins, mais le pilote payant est là pour donner un gros boost supplémentaire. Et on parle de gros boost. Donc voilà. Et donc avec le recul, on s'est un peu précipité, mais on voulait pas louper l'occasion. Oui, non, mais ça se tient Donc aussi, voilà. c'est que tu as l'occasion de faire tes débuts dans un autre monde pour le coup. Ah, littéralement. Donc c'est normal de saisir l'opportunité. Donc bon, ils nous disent, ok, vous avez besoin de tout ça. Ok, vous avez besoin de tant d'équipement. Je n'ai pas le bon casque, je n'ai pas la bonne licence, je n'ai pas les bons gants, je n'ai pas les bonnes chaussures, je n'ai rien. D'accord? Parce que tout ce que j'avais, c'était pour le karting. Et du coup, tu as tout acheté en rapide? J'ai dû tout acheter. Et c'était une galère parce que du coup, on est dimanche. Donc du coup, tu as le prix de la course déjà, plus le prix de l'équipement. Oui. Donc j'ai dû acheter. Pas gratuit? Non. Non. Donc le casque, qui est ici, qui est le même, on est sur la même homologation qu'en F1. Ok. Parce qu'on arrive sur un championnat type européen, même si c'était le Michelin Le Mans Cup, on a les mêmes réglementations qu'en F1. Donc, on est sur un casque en carbone,
qui peut résister jusqu'à une centaine de kilos sans aucun problème. Voilà, tu le tapes, il a pas mal. Ah non, allez, je peux jeter un caillou dessus, il va être rayé, ça va me faire chier parce qu'il coûte cher. Mais le casque aura là, rien. il est rayé là. Ouais, ben, je sais. Et juste à cause de qui c'est, et c'est mon père. Mais là dépend la question. Bref. Mais non, du coup, voilà, donc on a dû acheter un casque, on a dû refaire la licence. La licence que j'avais, c'était une licence d'entraînement. Ok. Donc j'avais la licence compétition. Voilà. Donc j'avais la licence de karting, qui était une licence compétition. C'est quoi le prix de la licence pour La licence que j'avais là, c'était 1500 balles. Quand même, hein. Voilà. Et du coup, cette licence-là, normalement, elle prend 2 semaines à arriver. Donc du dimanche au mercredi, les calculs sont pas bons. C'est-à-dire que je sais pas par quel moyen on a réussi à s'en sortir, on a réussi à avoir le directeur de la FFSA du Sud, il a fait « je m'occupe, t'inquiète ». Mardi, j'avais la licence. Mardi. Mais quand même, t'as le coup de stress. C'est que, Ah mais carrément. C'est-à-dire que tu peux avoir tout préparé, mais au final, c'est pétard Oui. mouillé, parce que si le mec t'appelle pas, tu peux pas. C'est exactement ça. Ça, c'est un gros aliment. Puis même le casque. Le casque, on l'a pris sur Oreca. Oreca, leur pôle est au Castellet. Donc tout va bien. Donc c'est-à-dire que plutôt que faire la livraison, on a dit on vient le récupérer là-bas. Oui, pas faux. Voilà, ce sera plus simple. Bah, effectivement, ça a été plus simple. On allait le récupérer directement à Oreca, qui est à 5 minutes du Castellet. Donc banco, on l'a récupéré le mercredi matin ou le mardi soir, je sais plus. Et le mercredi matin... Non, voilà, c'est ça. Donc le jeudi, on était dans la voiture et on est arrivé le mercredi pour mouler le siège, préparer l'équipement, tout faire. Donc voilà. En gros, c'était le gros rush. Ok. Et les courses d'après, c'était avec la même équipe? Non. Donc voilà, c'est quoi qui a fait que ça a changé? C'est que, du coup, le contrat, entre gros guillemets... Celui-là était pour une course. C'était à la course. Ouais. Mais est-ce que tu en as eu certains où c'était au championnat? Oui. Aux 5 courses, je ne sais pas? Oui. Ok. Et En gros, t'as eu combien d'équipes du coup, après? au total, j'ai fait 4 équipes différentes. D'accord. Donc, Mulnar Motorsport, Mhm. la première équipe avec qui j'ai fait le Castellet en Michelin Le Mans Cup. Ensuite, j'ai eu DKR Engineering, ceux avec qui j'ai fait mes 3 courses en LMS, mon championnat d'Asie, donc la LMS. C'est l'équipe avec laquelle tout s'est bien passé, c'était super. Vu que je faisais des très bons résultats, C'est le tour avec un Allemand, non? on a payé beaucoup moins cher pour une course Ok. qui demandait beaucoup plus d'argent. C'est là où je te dis qu'avec le recul, on s'est fait un peu... Douillet sur la première. Voilà. Parce que du coup, donc pour le Michelin Le Mans Cup, où tu as une course de 2 heures avec 3 entraînements, on a payé donc ce prix-là. Et pour le LMS, on a payé un peu moins de 20 000 € pour faire les journées privées, qui sont donc un jour avant les essais officiels, Ouais. les essais officiels et la course de 4 heures. Alors que t'avais payé 30 000 que pour la course? Non, enfin j'avais payé 30 000 pour Et c'est- la course et ses entraînements Ouais. officiels. Mais pas pour la partie privée avant. Voilà, Donc là, tu payais moins cher pour autre chose. pour mieux. Et au niveau des déplacements, parce que comme je t'ai dit, il y a eu Oui. Dubaï, Abu Dhabi, Oui. machin, C'est etc. tout de ta Donc, poche. Tout de ta poche. Oui. Donc C'est-à-dire que ça se les rajoute avions, en etc. plus du prix que tu payes pour la saison. Ok. C'est Donc du en plus. ça aussi, c'est ça qui est difficile, c'est que rien que si tu fais une prévision budget au niveau du coût de la course, de l'équipement, même ou du championnat, selon les accords que tu as avec Mhm. les équipes, tu as quand même cet aspect aussi voyage où là aussi, Oui. c'est pas comme faire une compétition où tu pars en bus ou etc. ou même tu peux payer avec ta voiture. Là, tu as des trajets importants. C'est Ouais. que tu changes de continent, c'est que tu changes de pays, et tu as le logement. Oui. Tu as tout ça à gérer. Est-ce que tu voyageais qu'avec ton équipe ou tu voyageais avec ton père avec, J'étais- Avec mon père et ma mère. Mhm. Parce que du coup, à l'époque, donc on venait de vendre le restaurant. Donc c'est pour ça qu'on a pu se permettre de faire tout ça, parce qu'on a eu une grosse entrée d'argent. Qui a été donc du coup la vente du restaurant. Et où mon père s'est dit, enfin mon père et ma mère se sont dit, ok, on peut se permettre de Tenter. d'investir et de tenter. Si jamais ça marche pas, c'est une grosse perte, mais ça nous met pas non plus dans la merde. Mais ouais, et ça permet. Et si ça marche, bah là. Voilà. Donc ça a été un risque à prendre, ils l'ont pris. Malheureusement, j'ai pas eu de sponsor par la suite, malgré les très bons résultats. C'est là où je voulais en venir Donc après. voilà. J'avais une première question par rapport à cette compétition-là. C'est quoi le meilleur résultat qui en est ressorti? Premier champion d'Europe. Rien que ça. Voilà. Le trophée est pas là. Le trophée n'est pas avec moi, malheureusement. J'aurais bien aimé. Après, on a les photos. Ouais. Ce sera tout mis au Ça- montage, ça- vous ça inquiétez sera- pas. Ça sera trouvé ça. Voilà. Mais non, pour faire simple, mon équipe est championne d'Europe. Moi, je suis 5e En individuel, en individuel. c'est quand même balèze. Parce qu'en ayant fait 3 courses, en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc en ELMS, donc
fait Monza, on gagne. On fait Spa-Francorchamps, on gagne. On fait Portimao, on gagne. On se fait déclasser. Pourquoi? Pour une connerie. En gros, si vous voulez, à 30 minutes de la fin, donc on n'est plus censé s'arrêter. On a fini nos relais. Je suis en train de faire mon coéquipier est en train de faire la dernière partie du relais. C'est gagné. On a genre 15-20 secondes d'avance. Ouais. C'est mon coéquipier. Il n'a pas besoin de pousser. C'est Il a juste Lorenzor. à gérer. Et Voilà. Et puis surtout, c'est Lorenzor. C'est la référence en MP3. Donc tu as couru quand même avec des gens qui aussi, dans ton équipe, étaient... Ah, j'ai eu un super mentor. J'ai Lorenzor, qui est du coup une référence en MP3. C'est lui qui m'a tout appris. C'est grâce à lui si j'ai pu faire des meilleurs tours en course. C'est grâce à lui si j'ai eu le record de la piste pendant un moment. C'est quoi votre rapport à tous les deux? C'est un rapport vraiment coéquipier ou peut-être, je sais pas, grand frère, petit frère ou mentor, C'était vraiment tout ça coéquipier, mais avec un petit professeur. Ouais. Genre c'est mon professeur, mais ça reste avant tout mon coéquipier. Ok. Voilà, en gros, c'est de cette manière-là que je le perçois du moins. D'accord. Et mais voilà, donc sans lui et sans trop d'un perform, je n'aurais jamais pu autant performer que ça. Donc on était avec la bonne équipe, avec le bon coéquipier, avec le bon entraînement. Tous les aspects étaient alignés pour que ça marche. Les planètes, elles étaient bien alignées là, ouais. Vraiment, c'était super. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Et donc, on a le feu arrière. On a perdu une partie du feu arrière, ok, qui du coup ne s'allume plus. Et le règlement stipule que si jamais, en gros pour faire simple, si jamais on n'a plus besoin de s'arrêter, il n'y avait pas de souci. C'est ce que nous a dit le directeur de course. On lui a posé la question, il nous a dit si vous devez faire un arrêt, vous le changez. Si vous ne devez pas faire d'arrêt, vous n'avez pas besoin de le changer. En sachant que à la fin et du coup vous devez plus voilà, faire on d'arrêt. ne devait plus s'arrêter, en sachant que il y avait grand soleil en pleine journée. Oui, donc c'est pas des circonstances où Voilà, on il y a n'était pas sous la besoin pluie. du feu Voilà. arrière On absolument. n'était pas sous la pluie, c'était pas un souci. Et c'était même pas le feu arrière, c'était genre une diode. Ah, C'était vraiment ok. genre un réflecteur, Ouais. ok. Mhm. C'est un réflecteur, c'est-à-dire que qu'on freine ou qu'on freine pas, il a la même couleur. Ok, Ouais. il a la même intensité, c'est un réflecteur. Donc ça change rien. Donc ça ne changeait rien. Ok, on passe la course, on a Vous gagné, gagnez. on est sur le podium, on a le trophée, c'est super. Et du coup, à Portimao, qui était la dernière course de la saison, il y avait donc en même temps la remise des prix pour le championnat. Oui. Et du coup, pour les LMP3, il y a eu 2 heures de retard parce que mon directeur d'équipe et le directeur d'équipe du deuxième étaient dans le bureau du directeur de course en train de négocier. On s'est fait niquer. On n'a pas osé parler assez de ce que m'a dit mon directeur de course parce que dans le règlement, on était correct. Mais juste sur le moment, on avait ce petit point gris, on n'était pas sûr. Donc voilà. On perd la première place. On gagne quand même le championnat avec 1 point d'avance. Justice. Justice. Mais du coup, vu que c'était par équipe et que vous aviez des relais, Oui. comment derrière tu as un classement individuel toi Alors, et pourquoi tu es 5ème et pas plus? En fait- Qu'est-ce qui fait que tu perds des points tout ok. Normalement, t'as pas de classement individuel. Mhm. T'as le classement équipe et le classement pilote qui est censé être le même. Sauf quand t'as un pilote qui arrive en milieu de saison. ça Ok. Parce que du coup, tu as le classement équipe, mais tu as aussi le classement pilote. Donc toi, vu que tu arrivé Qui, pour voilà. Normalement, le milieu... est coordonné entre équipe et pilote, c'est censé être pareil. Donc du coup, au niveau des pilotes, c'était tes coéquipiers du coup qui étaient... Donc mon coéquipier, Lorenzo Oui, ton qui était coéquipier premier, qui qui est était champion premier. d'Europe, et moi qui suis 5ème. Et pourquoi je suis 5ème? Parce que si jamais on n'avait pas été déclassé 4ème, j'aurais fini 3ème. Parce que du coup, 3 courses, 3 victoires, ça m'avait donné suffisamment de points pour être 3ème au championnat. Sauf que du coup, en finissant 4ème, ça me déclasse 5ème. C'est la fou quand même. Voilà. Donc, en fait, cette chamaillerie entre ces deux équipes-là n'a au final rien changé pour tout le monde, sauf pour moi. Mais est-ce que ça a eu un impact aussi sur le futur aussi? Ou si t'avais... Je pourrais jamais savoir. Mais est-ce que toi tu le penses? Non. Non. Je pense que Une 3e pour place- les sponsors, ça aurait rien changé. Ok. Parce que malgré même que je sois 3ème ou 5ème au championnat d'Europe, factuellement on a gagné 3 courses. Ouais. Sur les 3 courses, j'ai un meilleur tour en course, la meilleure moyenne. À Spa-Francorchamps, j'ai le 2e meilleur tour de Donc course. ils avaient déjà la matière pour voir, c'est Voilà. pas la place qui... Ouais. Exactement. Puis même, ils me voyaient, je faisais pas d'erreur, Mhm. je gagnais des courses. Mes chronos, comme je te disais, étaient réguliers. Mais forcément, à Spa-Francorchamps, j'ai le 2e meilleur tour en course. T'inquiète, ça continuerait. J'ai le 50 minutes, je pense. Hein? C'est 50 minutes, c'est tout. Oh, c'est pas grave. J'ai donc du coup le 2e meilleur tour en course, la 2e meilleure moyenne sur 5, 10, 15, 20 tours. Et à Portimao, j'ai meilleur tour en course, meilleure moyenne sur 5, 10, 15, 20 tours. Ouais. Donc si jamais les sponsors et les équipes
regarder que le... Ils regardent pas que le classement. Ouais. Surtout les équipes, elles regardent tout. Mais Et voilà. du coup, toi, t'as pas eu parce que justement, c'est une question aussi de contact. Oui. Et c'est une question de C'est juste. qu'une question de contact, c'est honnêtement. que- Pour les la sponsors, raison pour laquelle toi, derrière, ça s'arrête, parce que c'est là où on va arriver pour conclure, Oui. c'est que toi, ça s'arrête. Oui. En 2000, combien 22. En 2022, ça s'arrête. Déjà en 2022, c'était tendu. Mais en 2022, ça s'arrête parce que au niveau des fonds, Il y a plus. y a plus. Et ça coûte de plus en plus cher aussi parce que toi, tu passes en LMP2, donc j'imagine C'est ça. que ça coûte encore plus cher. Ouais. Parce que la voiture est plus performante, etc. Ouais. etc. Pour vous donner un ordre d'idée, une saison à l'MP3, c'est environ 300 000 €. Une saison à l'MP2, c'est environ 750. Ouais, donc en plus, c'est pas juste un petit step, c'est un énorme Ah oui, step. tu Ça fais plus double, que fois deux. ça fait plus que x2. Ouais. Et au niveau de la recherche des sponsors, donc toi, tu en as recherché avec ton père pendant. Encore maintenant, hein. Ouais, voilà. Mais ça a marché qu'au contact. C'est ce qu'on s'est rendu compte. En fait, avec mon père, on s'est dit, ben ok, il y a des premières places, il y a le niveau, les sponsors, ils vont tomber tout seuls. Et non. Un pilote qui sort de nulle part, qui fait 3 courses, 3 victoires, ça n'est jamais arrivé. Du coup, on s'est dit, c'est parfait. Les Ouais. sponsors, ils vont venir tout seuls. L'histoire est folle, tout est bien, il y a tout qui concorde. Et non, Rien. zéro, pas 1 euro. Donc, ouais, compliqué. Et du coup, la suite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite sur les 3 dernières années Ben, Déjà au niveau de la carrière, évidemment, et au niveau personnel, de comment encaisser aussi le fait que t'arrives là où tu veux arriver, avec des très bons résultats, les meilleurs que tu peux avoir, et que malgré ça, ça s'arrête, et que tu dois retourner pour la première fois depuis peut-être 4-5 ans à une vie... 3 ans du coup. Ouais. Oui, Ouais, 3 ans. 3-4, à une vie Lambda, plus entre guillemets. lambda, normale, et laisser de côté cette période-là où déjà t'y croyais, évidemment, et où plus que t'y croyais, t'y étais. Oui. Alors, pour le côté professionnel, enfin ok, pour le côté carrière, il y a vraiment le moment où tu réalises que c'est fini. Ça va être très compliqué de revenir dans le sport auto. Il y a eu vraiment 3-4 mois de ma vie où j'étais en mode, ok, ben là, juste, genre c'est mort quoi. Si ça n'a pas marché maintenant et que j'ai pas eu les sponsors maintenant, là plus ça va aller, moins je vais faire de courses. Moi en fait les sponsors vont me suivre parce que ben... Il n'y a pas de régularité dans c'est la... ça. Donc en fait, dans le sport auto et puis même, moins tu cours, plus tu régresses. Ouais. Parce que c'est pas comme le foot ou quoi que ce soit. Puis même moins tu joues... Enfin, en vrai, c'est dans tous les sports, moins tu Non mais pratiques. ce que je veux dire c'est que en athlé, en foot, c'est facile de pratiquer. Oui, t'as besoin, Tu entre vois, guillemets, t'as besoin d'un terrain, d'un ballon, et T'as puis... tes chaussures, t'as ton terrain, tu fais. En sport auto, déjà s'entraîner, ça coûte une fortune. Et puis il faut trouver une équipe, il faut trouver le Un temps, lieu. il faut trouver le lieu. C'est encore des budgets de déplacement, de frais. C'est pas comme le foot où le foot, bah, en soi, t'as un ballon, t'as ton stadium de cité. Tu peux t'entraîner. Effectivement, c'est pas pareil que sur un terrain, Avec qu'avec un une équipe, coach, avec un coach, machin, voilà. ouais. Mais Et t'as... tu perds pas la main. Ouais. En sport auto, tu ne peux pas t'entraîner. Ce n'est pas possible. À part faire du simu, et même là, on est très loin de la réalité. Ouais. Donc c'est vraiment un monde à part, le sport auto. Oui. C'est vraiment... Aucun sport ne lui ressemble. C'est-à-dire que, voilà, si jamais tu t'entraînes pas, enfin si jamais tu fais pas de championnat, bah tu t'entraînes pas, parce que c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Et du coup, tu peux pas te permettre de jeter de l'argent par la fenêtre. Donc voilà. Mais toutes les personnes qui sont dans le sport auto, qui m'ont posé des questions, je leur dis tous la même chose. Factuellement, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai vécu quelque chose de tellement exceptionnel que les gens avec qui je parle, qui sont passionnés, aimeraient vivre un dixième de ce que j'ai vécu. Ouais. Je leur ai dit, devant vous, j'ai pas le droit de me plaindre. C'est pas possible. T'en tires pas de regret? Non. Ou tu tires que la fierté de l'avoir fait? Bien sûr. Et d'être arrivé à ce niveau-là? J'ai des petits regrets, j'ai de la déception. Ouais. C'est même pas des regrets. C'est de la déception parce que malgré les résultats, malgré la performance, malgré le niveau que j'avais, ça n'a pas continué. Alors que je faisais partie des meilleurs. Ouais. Et la déception, elle est plus relative au fait que c'est pas de mon sort. C'est pas du fait que toi, tu n'es pas le niveau de le faire, c'est du fait que le sport... C'est un facteur que je ne peux pas gérer. Que la dynamique autour de ce sport-là fait que toi, tu ne peux pas le faire. Exactement. C'est un facteur que je peux pas gérer et du coup, c'est frustrant. Ouais. Donc ça, c'est plus d'un point de vue personnel, etc. C'est ça. Et je reviens un peu sur aussi avec tes parents. Quand il y a ça qui tombe aussi, cette nouvelle-là, enfin qui tombe, elle arrive progressivement parce que tu cherches et tu trouves rien. Mais quand ça devient un petit peu officiel, entre guillemets, que ça s'arrête,
Qu'est-ce qui se passe à niveau familial peut-être? Ça a été dur. C'est-à-dire que là, actuellement, je sais que j'en reparle pas beaucoup avec mon père. Parce que soit de son côté ou de mon côté, on devient très émotif. Parce qu'en fait, on est tous les deux très déçus. Et encore plus mon père qui a toujours voulu faire ça, mais qui en a jamais parlé à son père, alors que pour le coup, mon grand-père avait les moyens de le financer. Surtout à l'époque où c'était encore moins cher. Mais quand on en parle avec mon père, on est très émotifs tous les deux. Parce qu'en fait, on est très déçus que ce soit arrêté là. On a vécu des choses tellement fortes, que ce soit lui avec ma mère ou... Voilà, donc ma mère était avec... Pas en karting, mais en sport auto, ma mère était tout le temps avec nous. Mais c'est vrai qu'avec mon père, quand on en parle, je le vois souvent avec les larmes aux yeux, moi de même. Donc forcément, rien que là, le fait d'en parler, ça m'émeut un peu. Je vois. Mais voilà, ça nous fait toujours quelque chose. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Parce que ça nous met toujours dans des états qui sont un peu... Ça se comprend. Voilà. Donc on est très content d'avoir vécu ça. On est fiers. Je suis très fier d'avoir vécu ça avec mes parents. Et je leur serai à tout jamais reconnaissant. Mais voilà, c'est vrai que ça fait mal. De se rendre compte que ça arrivera potentiellement plus jamais. C'est vrai que c'est compliqué. C'est dur. Ouais. C'est vraiment compliqué. Eh bien, merci beaucoup pour Merci à toi. cette heure. Je pensais que ça allait durer une demi-heure, mais en fait, au fur et à mesure, on parle, Il y a on parle, et puis voilà, ouais. c'est trop bien. Ouais. Pour cette heure, personnellement, ça me fait plaisir de le faire là, cette interview, parce que c'est un format que j'ai toujours voulu faire, moi, et encore plus parce que là, faire ça avec toi, j'ai l'impression de un petit peu rendre hommage aussi à ton travail et à ce que tu as fait. Donc, c'est un peu... J'espère que ça te fait plaisir d'avoir pu en parler, même si notre tribune elle est petite, mais oui, mais c'est pas d'avoir ça déjà. Le faire avec toi, je trouve ça cool. exceptionnel. C'est trop cool. Ouais. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé, écouté une autre partie, tout de cette interview. Vous en savez plus sur le copain ici et sur tout ce qu'il a fait. Ça reviendra. Ce format interview parce que je pense que c'est le truc que je préfère faire personnellement parce que toi je connaissais quasiment tout. Oui, une bonne partie. Donc c'est pas la même chose, mais découvrir des gens, découvrir des sports et vous les faire découvrir, c'est aussi le but. C'est aussi pour ça qu'à la base j'ai eu la volonté de créer tout ce projet et que Mathieu aussi. Donc on est très heureux de cette heure de discussion. On a déjà des petits contacts. Ouais, ça va arriver. Ça arrive. Dis rien. On a déjà des petits contacts, c'est tout ce que je peux dire. Dis rien. On ne tease rien. Vous verrez, ça arrivera. En tout cas, merci à vous et on se retrouve dès, je pense, la semaine prochaine pour un nouveau podcast, une interview, pas une interview. Qui sait? Vous verrez bien. Et en tout cas, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, les gars.